et je soutiendrai que la CIA est sans aucun doute l'entité gouvernementale la plus corrompue et meurtrière au monde, et pas seulement contre les gens dans le monde, mais aussi contre le peuple américain. OK. MK Ultra, quelqu'un, les expériences qu'ils ont menées sur nos troupes, sur des citoyens américains sans méfiance. Vous devriez savoir que lorsque JFK est devenu président, la CIA était active depuis environ 14 ans. Elle a été créée en 1947, donc juste quelques mois avant la création de la nation d'Israël, avec une signature du président Harry S. Truman de la loi sur la sécurité nationale. Les ancêtres maternels de Lyndon Johnson, les Huffman, ont apparemment migré à Frederick, Maryland, depuis l'Allemagne vers le milieu du 18e siècle. Les faits indiquent que les deux arrière-grands-parents maternels de Lyndon Johnson étaient juifs. La lignée des mères juives peut être retracée sur 3 générations dans l'arbre généalogique de Lyndon Johnson. Il y avait peu de doute qu'il était juif. Maintenant, encore une fois, cela vient de sources juives. Ils appelleront cela une conspiration. Je vous dis simplement, ce sont les faits. En termes de son aide et d'être le plus grand ami présidentiel qu'Israël ait jamais eu. Maintenant, vous regardez l'histoire, vous l'assemblez. Vous vous dites Lyndon B. Johnson n'est qu'un homme. C'est là que va mon bon sens. D'accord, même si Lyndon B. Johnson était réellement loyal à l'État d'Israël et il avait effectivement des liens familiaux juifs. Et sa tante, qu'il aimait tant, Jessie Hatcher, était celle qui l'a élevé et lui a dit de faire toutes ces choses. Même si vous vouliez croire tout cela, vous diriez d'accord, mais nous parlons de l'assassinat de JFK, d'accord? Cela nécessiterait de l'aide et de l'assistance de l'État profond, à savoir la CIA. Dans cette vidéo, on va suivre une célèbre journaliste et youtubeuse américaine qui s'appelle Candice Owens, où elle décortique les révélations du dossier JFK sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et de quelle manière est-ce que les sionistes ont infiltré même les plus hautes sphères de l'État. Pourquoi est-ce que l'État profond américain a dealé avec eux et comment est-ce qu'ils ont fomenté leur plan pour arriver à leur fin. Je vous avais promis que je ferais un épisode sur les dossiers de JFK. Eh bien, ce n'est que le début. Et ce que je peux vous dire en une phrase, c'est que les théoriciens du complot, nous avions encore raison. Toujours, semble-t-il, de nos jours. Tucker Carlson avait certainement raison quand il a dit qu'être qualifié de théoricien du complot. De nos jours, vous êtes éduqués au-delà des médias et du système éducatif public qui rend stupide. D'accord, les gars, les dossiers JFK ont été ouverts. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous êtes un citoyen américain juif, il est temps pour vous de comprendre que vous n'avez pas à défendre l'État d'Israël. L'antisémitisme n'est pas quand on juge l'État étranger d'Israël. Nous devons le dire. Dès le début. Et la seule raison pour laquelle vous avez cet instinct, surtout en tant qu'Américain juif, c'est parce qu'il y a cette crise existentielle qui vous a été inculquée depuis votre jeunesse. Comme vous avez été endoctriné à croire que soutenir cet État est existentiel, comme si vous alliez mourir si vous ne le faites pas. Et nous avons tous ces choses. Nous avons tous été endoctrinés jeunes. C'est juste un système éducatif basé sur la peur. Bref, revenons au début, vraiment, et essayons de vous faire comprendre d'où venaient les théoriciens du complot avant que ces dossiers ne soient publiés. Nous savons tous ce qui s'est passé le 22 novembre 1963. JFK a été abattu. JFK a été abattu aux côtés de sa femme dans un véhicule qui traversait les rues de Dallas. Maintenant, il est important, avant d'entrer dans ce sujet, que vous ayez une compréhension historique de certains autres faits. Avant que Kennedy ne soit élu président, Eisenhower était président. Et juste avant qu'Eisenhower ne quitte ses fonctions, il a averti le public américain qu'une ombre se formait, un gouvernement de l'ombre, pour ainsi dire, se construisait en arrière-plan. Ici, c'est référé comme un complexe militaro-industriel. Je veux que vous écoutiez attentivement ces paroles ici. Nous dépensons chaque année pour la sécurité militaire seule, plus que le revenu net de toutes les entreprises des États-Unis. Maintenant, cette conjonction d'un immense établissement militaire et d'une grande industrie d'armement est nouvelle dans l'expérience américaine. L'influence totale économique, politique, même spirituelle, se fait sentir dans chaque ville, chaque maison d'État, chaque bureau du gouvernement fédéral. Nous reconnaissons le besoin impératif de ce développement, mais nous ne devons pas manquer de comprendre ses graves implications. Notre labeur, nos ressources et notre subsistance sont tous impliqués. Il en va de même pour la structure même de notre société. Dans les conseils du gouvernement, nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel.
Le potentiel pour une montée désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques. Nous ne devrions rien prendre pour acquis. Seule une citoyenneté vigilante et informée peut imposer l'intégration adéquate de l'énorme appareil industriel et militaire de défense. Avec nos méthodes et objectifs pacifiques, afin que la sécurité et la liberté puissent prospérer ensemble. Donc, il donne cet avertissement. C'est intéressant parce que beaucoup d'entre nous n'étaient pas vivants à cette époque. Beaucoup d'entre nous, même ceux qui étaient vivants à cette époque, ne se souviendraient pas de ce discours. Mais il dit que c'est nouveau. Comme cette idée que l'Amérique est toujours en guerre est nouvelle. Et ce n'est pas nouveau pour nous. C'est juste que nous ne pouvons pas arrêter d'être en guerre au Moyen-Orient, en Ukraine. C'est comme un jeu de taupe. Le complexe militaro-industriel est évidemment réel et il existe. Et nous appelons cela maintenant l'État profond. Et vous devez savoir que lorsque JFK est devenu président par la suite, il était explicitement contre la guerre. Vous devez comprendre. Lui aussi était d'accord qu'il n'y avait pas besoin pour nous d'être engagés dans une guerre sans fin. Nous sommes censés être enthousiastes, victoire en WWE. Une force en arrière-plan ne le voulait pas vraiment. L'avertissement d'Eisenhower que ces personnes pourraient avoir une influence, cette force pourrait avoir une influence sur la politique américaine. Kennedy dit « Je ne suis pas pour cette guerre ». Écoutez ce qu'il avait à dire à l'université américaine. Ce discours a été prononcé le 10 juin 1963, juste quelques mois avant qu'il ne soit assassiné. Je réalise que la quête de la paix n'est pas aussi dramatique que la quête de la guerre. Et souvent les paroles des poursuivants tombent dans l'oreille d'un sourd, mais nous n'avons pas de tâche plus urgente. Certains disent qu'il est inutile de parler de paix ou de droit mondial ou de désarmement mondial. Et que ce sera inutile tant que les dirigeants de l'Union soviétique n'adopteront pas une attitude plus éclairée. J'espère qu'ils le feront. Je crois que nous pouvons les aider à le faire. Mais je crois aussi que nous devons réexaminer nos propres attitudes en tant qu'individus et en tant que nation, car notre attitude est aussi essentielle que la leur. Donc, la question à se poser est pourquoi, dès que vous parlez de JFK, on vous qualifie de complotiste? Et en particulier, vous remarquerez qu'il y a ces comptes sionistes qui s'affolent avant même de savoir ce que vous allez dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'assassinat de JFK qui déclenche les sionistes? Pourquoi prétendent-ils que c'est un acte d'antisémitisme d'explorer l'environnement et les choses auxquelles JFK s'opposait fermement? Je vais vous décrire cela et je vais n'utiliser que des sources juives ici. Ainsi, nous pouvons nous éloigner de toute accusation d'antisémitisme. Ce ne sont que les faits de ce contre quoi JFK se battait pendant qu'il était en fonction. D'accord? L'une des choses auxquelles il s'opposait était le Conseil sioniste américain. Il voulait qu'il le fasse, ce qui allait devenir l'AIPAC. Nous discutons encore aujourd'hui de l'influence indue de l'AIPAC dans nos élections. À l'époque, ils étaient connus sous le nom de Conseil sioniste américain. Et le ministère de la Justice de JFK leur a dit qu'ils devaient s'enregistrer en tant qu'agents étrangers, sous le FARA, d'accord? Maintenant, je vais ralentir cela pour vous, car beaucoup d'entre vous ne savent probablement même pas ce qu'est le FARA. Cela signifie la loi, sur l'enregistrement des agents étrangers. Elle exige que toute personne ou entité commerciale qui accepte de l'argent d'un gouvernement étranger ou agit en tant qu'agent pour celui-ci doit s'enregistrer auprès du ministère de la Justice. Maintenant, cela signifie que vous devez déposer des rapports. Vous devez détailler votre rémunération. Vous devez détailler vos dépenses, vos communications. Essentiellement, la raison en est évidente afin que nous, en tant qu'Américains, sachions que nous sommes influencés par des agents d'un autre gouvernement. Personnellement, j'aimerais que nous puissions également voir cela immédiatement. Savoir, quand les gens font du lobbying, qu'ils devraient l'annoncer. Nous allons plutôt examiner l'introduction aux assassinats de JFK et ses relations avec les sionistes. Nous allons revenir un an avant son assassinat, le 31 octobre 1962. Vous pouvez voir que l'assistant du procureur général et le directeur de la sécurité intérieure, qui était Walter Yeagley, informe le procureur général R.F. Kennedy, que nous sollicitons la semaine prochaine l'enregistrement du Conseil sioniste américain en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers. Vous savez peut-être que le Conseil sioniste américain est composé de représentants des diverses organisations sionistes aux États-Unis, y compris l'Organisation sioniste d'Amérique. Excusez-moi. Donc, il y avait diverses organisations. Elles faisaient tout du lobbying au nom d'Israël. Et ils étaient comme, nous allons évidemment poursuivre cela. Le 21 novembre 1962,
1962, c'est presque exactement 1 an avant qu'il ne soit assassiné. Le département de la justice leur a ordonné au AZ de s'enregistrer sous le Farah. Et il y avait une réception de tels fonds de la section américaine de l'Agence juive pour Israël qui constitue le conseil. Et essentiellement, ils étaient comme « Vous devez absolument vous enregistrer. Votre demande est en cours. » Et Skylar, je ne sais pas si tu as réellement récupéré certains de ces documents, mais sinon, ce n'est pas grave. Nous allons continuer à descendre la chronologie. Maintenant, le 6 décembre de cette même année, le président de l'AAZC était un homme nommé Rabbi Irving Miller et il a répondu au département de la justice et il a écrit ceci. La demande d'enregistrement contenue dans votre lettre soulève de nombreuses questions de faits et de relations qui doivent d'abord être résolues par nous avant que la conformité puisse être réalisée. Par conséquent, il est demandé que vous soyez assez aimable pour nous accorder un délai de 120 jours. Immédiatement déjà stupéfiant, d'accord? Le département de la justice vous dit dans une lettre que vous devez vous enregistrer en tant qu'agent étranger et vous avez le rabbin qui dirige ce groupe qui dit « Ah, votre demande est un peu, nous allons en fait avoir besoin de temps pour réfléchir à cette demande. » Et vous comprendrez que nous avons besoin de 120 jours, d'accord? Donc, dans ce délai de 120 jours, ils ont décidé d'incorporer officiellement la PAC. Le 2 janvier 1963, un homme nommé Isaiah Kennedy a incorporé la PAC à la place. Et puis le conseil de l'AZC est retourné au DOJ et a essentiellement dit « Vous savez, en fait, nous ne sommes pas prêts à nous enregistrer. Mais maintenant, nous avons une nouvelle organisation. Elle est connue sous le nom d'APAC. Et si vous suivez cette chronologie, vous commencez alors à voir qu'il incorpore. C'était le 2 janvier 1963. Isaiah incorpore l'American Israel Public Affairs, comme je l'ai dit, la communauté APAC à Washington, D.C. Et puis, le lendemain, le 24 janvier 1963, quelques semaines après le pardon, le mémo de projet de fichier du DOJ ils disent essentiellement qu'ils ont rencontré le conseiller en chef de l'AZC et il a conseillé à son client de, simplement, cesser l'agence précédente en tant qu'AZC. Et ils étaient comme, nous espérons que cela résout le problème. En gros, nous sommes une nouvelle APAC incorporée et cela devrait résoudre le problème. Et essentiellement, le DOJ a dit non, cela ne résout pas le problème. Et nous allons avoir besoin que, en gros, en disant, nous avons besoin de vos dépenses. Nous devons savoir qui vous finance, d'où vient cet argent. Et nous n'allons pas changer notre opinion là-dessus. Et il continuait à le combattre. Il continuait à se battre et disait « Nous n'allons absolument pas vous donner ça ». Ce qui se passe là-bas le 25 janvier 1963, c'est que vous commencez à voir ces articles qui commencent à se construire dans la presse. Et donc, ils ont commencé à créer une campagne de pression par les pairs, disant essentiellement, et c'est comme une citation directe du Wall Street Journal, que si cela avait été mené à bien, s'ils continuaient à exiger que l'ACC leur révèle leurs dépenses et qu'ils les finançaient, l'opinion juive serait mauvaise pour le DOJ, comme quoi l'opinion juive américaine allait être mauvaise. Donc, ils ne devraient pas aller de l'avant avec cela. Cela se passait réellement. Et incroyablement savoir, ce même Donald Rumsfeld, qui était un membre du Congrès à cette époque, a écrit au DOJ et a dit « Je suis préoccupé que si vous continuez à insister sur cette affaire, alors l'opinion sioniste juive va se transformer en Amérique. » Incroyable. C'est le département de la justice qui vous dit de vous enregistrer. Et maintenant, vous faites du lobbying, les politiciens, et vous faites du lobbying, les journalistes, écrire ces articles. Et pour essentiellement implanté dans l'esprit américain et implanté dans l'esprit politique que cette demande est inappropriée. C'est totalement inapproprié parce que comment osez-vous nous demander de nous enregistrer? Cela n'a aucun sens. Ne comprenez-vous pas que nous sommes juifs, ça ne va pas paraître pour vous, que vous pouvez littéralement aller sur ce site web et parcourir les dossiers et les coupures de journaux. Et c'est la réalité. Il y avait une campagne de pression par les pairs, pas différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Quand je parle d'APAC et je parle de ces journalistes qui agissent comme des tueurs à gages, et si vous ne vous soumettez pas à ce que l'État d'Israël veut, ils sont là à vous traiter de Miller antisémite. Ils ont tous ces influenceurs dans une orbite en ligne dont on peut supposer qu'ils reçoivent de l'argent d'une manière ou d'une autre, mais nous ne le saurons jamais, parce qu'APAC est maintenant un 501 C3. Et ils n'ont jamais eu à s'enregistrer en tant que Farah, mais ils l'ont fait dès le début. Et devinez quoi? Farah est revenu et a dit « Nous nous en fichons ». Nous pouvons évoquer cela, cette chronologie. Farah est revenu et a dit « Nous nous en fichons ». D'accord, cela ne va rien changer. Vous allez en fait devoir vous enregistrer quand même. Peu importe combien d'articles de presse sont écrits. Nous allons interpréter cela selon la loi et non selon les sentiments des scientifiques juifs en Amérique. Et donc, ils continuent encore et vous remontez cette chronologie et cela devient de plus en plus agressif. Et finalement, ce qui se passe, c'est que
Et Hoover, qui dirigeait le FBI à cette époque, dit « Voulez-vous que je m'implique ?» Est-ce le moment pour nous d'intervenir en tant que FBI et de dire essentiellement « Vous vous enregistrez » ou sinon, comme sommes-nous? Sommes-nous? Doit-on procéder à des arrestations? Et ils deviennent très sérieux à ce sujet, parce qu'ils avaient déjà ordonné qu'ils s'enregistrent dans les 10 jours et ils ont toujours refusé de le faire. Ils n'ont toujours pas bougé d'un pouce. Et donc ils réfléchissent un peu à cela. Devons-nous faire appel aux fédéraux ou impliquer le FBI? Qu'est-ce qui est impliqué plutôt? Et soudain, Farah revient aussi et dit « Comme nous pensons absolument que nous devrions les impliquer ». Puis vous voyez cette tentative minable du Conseil de l'ACC de dire « Eh bien, cela suffira-t-il si nous vous montrons nos déclarations de revenus ?» Et Farah dit « Absolument pas. C'est absurde. » Cela fait maintenant 1 an, encore une fois, menant à la mort de Kennedy. Et vous pouvez voir là, le 11 octobre 1963, le DOJ exige que l'AZC s'enregistre. Le département attend une réponse de votre part dans les 72 heures concernant cette affaire. Et puis, vous pouvez voir le 17 que Walter Yegley a noté, lors d'une réunion DOJ-AZC, qu'ils ont essentiellement dit qu'ils faisaient un plaidoyer pour ne pas s'enregistrer, affirmant que c'était l'opinion de la plupart des personnes affiliées au Conseil qu'un tel enregistrement serait tellement médiatisé par le Conseil américain sur le judaïsme qu'il finirait par détruire le mouvement sioniste. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Si tout ce que vous avez à faire pour être, disons, ce n'est pas un crime, vous pouvez être un agent étranger, n'est-ce pas? Si tout ce que vous avez à faire une fois que vous êtes enregistré sous Farah est de révéler vos dépenses, de révéler comment vous êtes financé, de permettre aux gens de comprendre d'où vous obtenez cet argent, pourquoi serait-il si opposé à cela? 1 an plus tard, en utilisant des avocats, en appelant des juges à s'impliquer, en essayant de persuader le public, en essayant essentiellement de mener une campagne de diffamation. Et en disant que cela va radicalement changer l'opinion juive, que cela va mettre le mouvement sioniste en pause, qu'est-ce que cela aurait pu révéler de manière plausible s'ils avaient fait cela? Je ne connais pas la réponse à cela. Je ne connaîtrai jamais la réponse à cela, parce que ce que nous savons, c'est que quelques semaines plus tard, JFK a été assassiné. OK. Maintenant, si vous êtes relier les points et dire « Oh, ça doit être un sioniste qui a fait ça », je pense que ce serait un peu trop exagéré. Mais quand vous comparez à cela les politiques de JFK qui ne voulaient pas qu'il soit financé et ce qui se déroulait parallèlement à cela, bien sûr, c'est qu'il était au téléphone, discutant, criant, se disputant avec le premier ministre Ben Gurion d'Israël parce qu'il ne voulait pas non plus qu'Israël en tant qu'État devienne nucléarisé. D'accord? Et il se disputait au téléphone. Il refuse toujours de déclassifier ces arguments qu'il avait, mais ils étaient absolument à couteau tiré et ils se détestaient. Et il était très opposé au réacteur de Dimona. C'est quelque chose que vous pouvez même trouver dans des discours comme celui de Kadhafi lorsqu'il parle de ce qui est vraiment arrivé à JFK. Tout le monde sait qu'il était opposé, fortement opposé à Israël et à l'armement nucléaire. Il laisse un peu ça en suspens. Quand vous additionnez ces 2 choses, vous vous dites, d'accord, eh bien, serait-ce une conspiration de suggérer que Ben Gurion et l'État d'Israël le détestaient et il était opposé à eux, et il était opposé à ce qu'ils reçoivent des financements et il était opposé à eux, avoir une influence indue dans la politique américaine, et puis il meurt. Et puis, vous pesez cela contre le fait que le problème pour eux a instantanément disparu dès que JFK est mort. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque Lyndon B. Johnson est entré en fonction, il était le vice-président. Tous leurs problèmes ont été instantanément résolus parce qu'il a inversé le cours de tout. Ce qui est intéressant, c'est que LBJ a essentiellement appliqué des politiques exactement opposées à celles de JFK. Il était fondamentalement pro-guerre, d'accord? Vietnam, Cambodge, les campagnes de bombardement. Et ce n'est que très récemment qu'il est apparu qu'il a aidé Israël à s'établir en tant qu'État, en aidant secrètement à transporter des armes, exactement ce à quoi JFK était opposé, exactement ce à quoi Eisenhower avant lui était opposé. Il a secrètement aidé à transporter des armes vers Israël alors qu'il était au Congrès. Maintenant, ne me croyez pas sur parole. Si je disais ce fait, ce serait antisémite, n'est-ce pas? Prenons plutôt ce fait du journal israélien Koretz. C'est littéralement une publication israélienne. Ils publient quotidiennement. Ils ont écrit, je cite, cet article, vous pouvez voir, est intitulé « Lyndon Johnson, Israël n'a jamais eu de meilleur ami ». Les historiens considèrent généralement Johnson comme le président le plus uniformément amical envers Israël. Et puis il se dit après que Johnson F. Kennedy a été tué et Lyndon Johnson est devenu le 36e président.
Al-Béji a dit à un diplomate israélien, « Vous avez perdu un très grand ami, mais vous en avez trouvé un meilleur. » En effet, c'était Johnson, en tant que leader de la majorité au Sénat, qui s'est opposé des années plus tôt au plan de Dwight Eisenhower de couper l'assistance à Israël. Je cite cela de l'article. Ce n'est pas de moi. Nous savons donc maintenant que pendant qu'il était au Congrès, il s'est opposé à Eisenhower qui voulait couper l'assistance à Israël. Maintenant, nous comprenons qu'il a inversé sa politique de JFK lorsqu'il est devenu président. Il continue qu'il avait peu de contacts avec des Juifs au Texas, mais qu'il a cultivé des amitiés de longue date en montant dans le Parti démocrate, devenu le parti naturel pour la plupart des Juifs. Les historiens considèrent généralement Johnson comme le président le plus uniformément amical envers Israël. Johnson a été le premier président à inviter un premier ministre israélien, Levi Eshkol, pour une visite d'État. Ils s'entendaient si bien, les deux hommes étaient agriculteurs, que Johnson a fait à Eshkol le rare compliment de l'inviter à son ranch, LBJ, a rapidement abandonné la pression sur Israël pour qu'il soit transparent au sujet du réacteur de Dimona. Il a augmenté les ventes d'armes à Israël et en 1968, après que le fournisseur d'Israël, la France, ait imposé un embargo. Comme moyen de cultiver des liens dans le monde arabe, les États-Unis sont devenus le principal fournisseur d'armes d'Israël, lançant notamment les pourparlers. Cela mènerait à la vente de chasseurs. Phantom à Israël. D'accord. Donc, il était complètement engagé envers l'État d'Israël. Et si vous commencez à vous poser des questions sur « d'accord, pourquoi cela serait-il? Quel pourrait avoir été son passé? » Eh bien, assez curieusement, il s'avère que sa tante Jessie, et encore une fois, nous allons retrouver cela dans le Jérusalem Post. Nous allons retrouver cela dans le Times of Israel. Mais sa tante Jessie Hatcher était membre de l'organisation sioniste. Et il a été spéculé, pas par moi, d'accord, mais par le rabbin Shmuel Golden, que LBJ lui-même venait d'une lignée maternelle juive. Maintenant, sa famille remonte au 1840 Waiters, qui était un groupe de communistes ayant tenté sans succès de renverser l'Allemagne. Et puis, ils sont tous venus au Texas et se sont installés au Texas et au Kansas et partout aux États-Unis, y compris la famille Prime. Mais pour revenir à cela, c'est l'opinion du rabbin Shmuel qui apparemment s'est penchée sur la question. Et c'est un blog écrit par Richard Schassman sur The Times of Israel. Il écrit « Vous pouvez parier que Bernie Sanders ne sera pas élu comme le premier président juif, mais il pourrait être le deuxième. » Qui était le premier président juif? LBJ, Lyndon Baines Johnson. Je remercie le rabbin Shmuel Golden de m'avoir fait connaître cette histoire fascinante. Il cite maintenant un article de Maurice Smee dans The Five Towns Jewish Times. Les ancêtres maternels de Lyndon Johnson, les Huffman, ont apparemment migré à Frederick, Maryland, depuis l'Allemagne vers le milieu du 18e siècle. Plus tard, ils ont déménagé à Bourbon, Kentucky, et se sont finalement installés au Texas au milieu ou à la fin du 19e siècle. Les faits indiquent que les deux arrière-grands-parents maternels de Lyndon Johnson étaient juifs. Ceux-ci étaient les grands-parents de la mère de Lyndon, Rebecca Baines. Leur nom était Johnson S. Huffman et Mary Elizabeth Perrin. La mère de Johnson. Huffman était Suzanne Amand, un nom juif courant. Perrin est également un nom juif courant. Huffman et Perrin ont eu une fille, Ruth Ament Huffman, qui a épousé Joseph Baines, et ensemble, ils ont eu une fille, Rebecca Baines, la mère de Lyndon Johnson. La lignée des mères juives peut être retracée sur 3 générations dans l'arbre généalogique de Lyndon Johnson. Il y avait peu de doute qu'il était juif. Maintenant, encore une fois, cela vient de sources juives. Ils appelleront cela une conspiration. Je vous dis simplement, ce sont les faits. En termes de son aide et d'être le plus grand ami présidentiel qu'Israël ait jamais eu. Maintenant, vous regardez l'histoire, vous l'assemblez. Vous vous dites Lyndon B. Johnson n'est qu'un homme. C'est là que va mon bon sens. D'accord, même si Lyndon B. Johnson était réellement loyal à l'État d'Israël et il avait effectivement des liens familiaux juifs. Et sa tante, qu'il aimait tant, Jessie Hatcher, était celle qui l'a élevé et lui a dit de faire toutes ces choses. Même si vous vouliez croire tout cela, vous diriez d'accord, mais nous parlons de l'assassinat de JFK, d'accord? Cela nécessiterait de l'aide et de l'assistance de l'État profond, à savoir la CIA. Pensons-nous vraiment qu'ils auraient été aidés dans ce genre de complot? Eh bien, vous devriez savoir que lorsque JFK est devenu président, la CIA était active depuis environ 14 ans. Elle a été créée en 1947, donc juste quelques mois avant la création de la nation d'Israël, avec une signature du président Harry S. Truman de la loi sur la sécurité nationale. Et je soutiendrai que la CIA est sans aucun doute l'entité gouvernementale la plus corrompue et meurtrière au monde, et pas seulement contre les gens dans le monde, mais aussi contre le peuple américain.
OK, MK Ultra, quelqu'un, les expériences qu'ils ont menées sur nos troupes, sur des citoyens américains sans méfiance. Et je veux être clair que, comme autre point de préoccupation pour JFK, pendant sa présidence, il a reconnu la corruption de la CIA. C'est pourquoi il est cité disant qu'il voulait disperser la CIA dans le vent. Il voulait simplement se débarrasser complètement de la CIA, parce qu'il comprenait qu'ils étaient un organisme corrompu. Et ce que vous devez savoir, c'est que de 1953 à 1961, le directeur de la CIA était Alan Dulles. Il est américain, définitivement pas juif. Sous sa direction, la CIA s'est engagée dans toutes sortes d'opérations secrètes illégales, comme je l'ai dit, le plus notoirement le programme MKUltra, où il s'intéressait au lavage de cerveau des gens, à créer des candidats mandchous. Je veux dire, les choses les plus sinistres que vous lirez jamais. Et vous devriez vous plonger dans ces lectures, surtout si vous êtes l'une des personnes qui a acheté Chaos. Il était en effet un homme très sinistre. Mais est-il plausible qu'il y ait eu quelqu'un dont il recevait des ordres? Est-ce plausible qu'Alan Dulles, alors qu'il faisait toutes ces choses à la CIA, les faisait peut-être parce qu'il était victime de chantage? Maintenant, je dis que je vais vous lire un article choquant qui, je pense, met ensemble une autre grande pièce de l'histoire de JFK. De qui était Alan Dulles? Alan Dulles, d'ailleurs, dirigeait également, était en charge de la commission Warren. Donc, il était derrière le fait de raconter au public une histoire ridicule sur Lee Harry Oswald. Il l'a fait. C'est fini. C'est tout. Une commission totalement bidon. Et un rapport bidon. Et c'est très intéressant. Quand je vous donne ce petit morceau d'histoire que peu de gens connaissent,